Allô tout le monde! J'espère que ça va bien. Merci beaucoup d'être aujourd'hui à ce webinaire Hépatite C 101. Je me présente, je m'appelle Patricia Delan, je travaille au portail VIH/SIDA du Québec. Moi, aujourd'hui, dans le cadre du webinaire, je vais m'occuper un petit peu plus de la logistique, puis poser les questions que vous allez poser à ma chère collègue Laurence de Capac, que je vais laisser se présenter un petit peu plus tard. Je vais juste vous faire un petit mot d'introduction. Si vous êtes ici aujourd'hui, en fait, c'est parce que vous êtes inscrit à notre symposium psychosocial 2018, qui a lieu déjà la semaine prochaine, puis on a super hâte de vous voir. Vous l'aurez vu à travers la programmation, il va y avoir beaucoup de sujets qui vont être abordés, beaucoup de réalités aussi. C'est un événement qui est organisé en fait par 3 organismes, donc Aztec, Capac, puis le portail VIH/SIDA du Québec. Puis on trouvait ça important de mettre la base sur certaines notions entourant les réalités au niveau du VIH, des personnes trans, puis aussi de l'hépatite C. Donc c'est le 3e webinaire d'une courte série sur ces diverses thématiques. Puis Laurence va vous parler aujourd'hui un petit peu plus au niveau de l'hépatite C. Donc cette présentation-là, en fait, elle va être enregistrée. Donc si jamais vous avez des collègues, des amis ou peu importe qui auraient aimé ça assister à la présentation d'aujourd'hui mais qui n'auront pas pu, le webinaire va être publié éventuellement sur le site du portail et le site du Capac. Prévoyez-vous à peu près 2 heures pour la présentation. Puis, si jamais vous avez des questions durant la présentation, si jamais vous avez des problèmes techniques aussi, vous devriez voir une petite bulle de clavardage avec 3 petits points à l'intérieur. Juste poser les questions à cet endroit-là, puis moi, je vais m'occuper de les poser à Laurence. Donc, c'est pas mal ça, en fait, ce que j'avais à vous dire. Durant la présentation, vous devriez voir le PowerPoint et avoir le son. Par exemple, on va enlever nos visages un petit peu plus tard pour un aspect logistique, mais c'est normal, en fait, si vous ne voyez plus bientôt, là. Donc, je te laisse la parole, Laurence. Donc, merci Patricia. Donc, comme elle l'a dit, je m'appelle Laurence, je travaille à Capac et c'est moi qui ai le plaisir de vous présenter le webinaire d'hépatite C 101 aujourd'hui. Alors, on va commencer avec une diapositive un petit peu chargée où tout se résume pas mal là, mais après on va aller dans le détail. Alors, c'est quoi une hépatite C? Une hépatite C, c'est une inflammation du foie causée par un virus. Elle se transmet uniquement par le sang, il n'y a pas d'autre mode de transmission que de sang à sang. Donc évidemment, il faut une porte ouverte d'un côté et de l'autre, autrement il n'y a pas de transmission possible. 25 à 40% des personnes s'en débarrassent spontanément. On ne sait pas exactement pourquoi elles s'en débarrassent. On pense que c'est un apport génétique X, mais le phénomène n'est pas encore bien expliqué. Mais toujours est-il qu'on les appelle les chanceux. Toutefois, comme il n'y a pas d'immunisation, si ces personnes ont de nouveau des conduites à risque, elles vont réattraper l'hépatite C une autre fois et rien ne dit que cette fois-là, elles vont s'en débarrasser toutes seules. 50 à 75% des personnes infectées ne sont pas dépistées, ne savent pas qu'elles sont porteuses d'hépatite C. Il n'y a pas de vaccin préventif, il y a une grande variabilité génomique, donc il est très difficile à reproduire en laboratoire, ce qui veut dire que le virus mute tellement et change tellement d'aspects qu'on n'arrive pas à l'isoler pour un vaccin. Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'avancées, mais jusqu'à présent, elles sont toutes tombées à l'eau, donc pour l'instant, pas de vaccin. La particularité du virus de l'hépatite C, c'est qu'il vit à l'air. Si vous avez des connaissances en VIH, vous savez que le virus du VIH ne vit pas à l'air. Ce n'est pas le cas des virus d'hépatite. Tous les virus d'hépatite vivent à l'air et vivent longtemps. Par exemple, si on prend l'exemple du virus de l'hépatite A, il peut rester vivant 6 mois à l'air ambiant. Alors c'est vrai que ça va prendre des conditions particulières. Il va falloir qu'il fasse très chaud et très humide. Mais regardez, moi dans ma salle de bain, il fait souvent chaud et humide. Donc voilà, 6 semaines sur une surface à l'air ambiant pour le virus de l'hépatite C, mais le risque de transmission est quand même moindre, il est de 0,3% avec du sang séché. 6 fois plus d'infections que le VIH, et 22% des personnes porteuses de VIH sont aussi co-infectées avec l'hépatite C. Certaines même ont pris le trio parfait, à savoir l'hépatite C, l'hépatite B et le VIH. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'hépatite C se traite, se guérit de mieux en mieux, mais je le rappelle, il n'y a pas d'immunisation, donc même si ce sont des gens qui s'en sont débarrassés tout seuls ou qui ont été guéris grâce à un traitement, si elles ont de nouveau des conduites à risque,
elles sont bien à risque de rattraper l'hépatite C de nouveau. Alors, une maladie meurtrière en hausse, effectivement, vous voyez que la tuberculose est le premier tueur sur la planète. Arrivent en seconde position les hépatites virales, qui sont les hépatites A, B, C, D, E, qui tuent 1,34 million de personnes par an et dans le monde, toutes les hépatites confondues. Donc c'est vraiment un problème de santé publique. Les symptômes. Alors, on dit que c'est une maladie silencieuse parce qu'à part la fatigue, il n'y a pas grand-chose d'autre. La majorité des patients sont asymptomatiques. C'est pour ça qu'on peut dépister des patients qui sont porteurs d'hépatite C depuis 15, 20, 25 ans et des fois voire plus. La fatigue, on est tous fatigués aujourd'hui, c'est pas toujours forcément symptomatique d'une hépatite C. Ça peut être bien d'autres causes qui nous fatiguent, donc c'est quelque chose qui passe inaperçu. Par contre, 20% des patients développent des MEH. Alors, qu'est-ce que c'est que les MEH? Les MEH sont des manifestations extra-hépatiques. C'est une atteinte qui n'est pas localisée dans le foie, qui n'est pas non plus la conséquence d'un mauvais fonctionnement du foie, mais qui sont liées à une réponse inadéquate de notre système immunitaire. C'est-à-dire que le système immunitaire est tellement mobilisé par le virus de l'hépatite C qu'il l'achale sans arrêt, que quelquefois le système immunitaire va péter un plomb et va aller attaquer n'importe quel organe. Donc on sait que le virus de l'hépatite C peut provoquer la souffrance de n'importe quel organe. Et voyez, je vous en ai mis quelques-unes, elles ne sont pas toutes là, mais les manifestations extra-hépatiques, c'est la fatigue, la sécheresse de la bouche et des yeux, la dépression, les affections thyroïdiennes, les douleurs articulaires et musculaires et la cryoglobulinémie qui sont des dépôts de protéines dans les vaisseaux sanguins. Il est certain que quand on va voir un médecin pour une dépression, ni le médecin ni le patient ne pensent à l'hépatite C. De la même façon pour les douleurs articulaires et musculaires. Vous voyez que ça peut être un peu tout et n'importe quoi. C'est pourquoi que, comme il n'y a pas de dépistage systématique dans les check-up annuels, on peut vivre bien longtemps avec l'hépatite C sans s'en rendre compte et sans être dépisté. Les conséquences de l'hépatite C, qu'est-ce qui va arriver? Le foie, c'est le plus gros organe que vous ayez dans votre corps et il est lisse quand il est en bonne santé. Quand on attrape l'hépatite C, d'abord il va commencer par gonfler, comme pour montrer qu'il est mécontent. Puis avec les années, le foie va rapetisser, durcir, devenir bosselé et perdre sa souplesse. Vous avez un dessin sur la droite où vous pouvez voir les phases où le foie commence à être vraiment atteint et abîmé. Ensuite, formation de lésions, de cicatrices, de fibroses sur toute l'épaisseur du foie. 20% des personnes atteintes d'hépatite C vont développer des cirrhoses. Alors la cirrhose, il y a plusieurs stades, on va voir ça tout à l'heure. Et plus les personnes vont avancer dans la cirrhose, plus le foie va se détériorer. Et là, on peut arriver au cancer du foie. Et on parle d'environ 7% de décès. On pense plutôt que c'est entre 10 et 12% la réalité. L'hépatite C, c'est la première cause de transplantation hépatique au Canada. Et pour arriver du bas de la pyramide en haut de la pyramide, ça met 20 à 30 ans. Donc c'est quand même très lent, sauf si notre patient est aussi porteur du VIH. Auquel cas, ça va aller beaucoup plus vite et en 10 ans, on peut se rendre du bas de la pyramide à la cirrhose compensée, voire même décompensée. Alors, le rôle du foie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le plus gros organe que vous ayez à l'intérieur de votre corps. Il se trouve du côté droit, il est souple et lisse quand il est en bonne santé, et c'est une véritable usine de traitement qui fonctionne 24 heures sur 24, qui ferme pas à Noël et qui part pas en vacances à Cuba. Il fonctionne tout le temps. Quand vous allez vous coucher, votre foie continue de fonctionner. C'est une usine de traitement qui assure 4000 réactions chimiques sur 24 heures, qui pompe près d'1,5 litre par jour, 1,5 litre de sang par jour. C'est aussi une station d'épuration qui va nettoyer le sang en transformant l'alcool, les drogues, les médicaments, tout ce que vous pouvez ingérer pour rendre les substances inoffensives.
Et finalement, ça va être un centre de régulation qui va produire la bile pour la digestion et qui va même s'occuper de certaines hormones sexuelles. Alors, je vais vous montrer maintenant un petit dessin qui représente assez bien comment fonctionne le foie. En fait, c'est une coupe transversale du foie. Et vous voyez, dans le bas, les vitamines, l'alcool ou les graisses, tout ce que vous absorbez par la bouche ou par la peau vont rentrer dans le foie pour être métabolisés, c'est-à-dire transformés. Alors, sur la gauche de notre usine, on a des petits containers où on va stocker des vitamines, des graisses, etc. On a un poste de transformation, un poste de filtration. On a des nutriments qui s'en vont alimenter le flux sanguin sur la gauche, si on suit la flèche bleue. Et sur la droite, on a même un camion poubelle qui vient ramasser les déchets qui sont le cholestérol et la bile. Alors évidemment, c'est un schéma, mais ça représente assez bien les fonctions du foie. Avec l'hépatite C, toutes ces fonctions-là vont être diminuées, grandement diminuées, et voire même ne plus fonctionner du tout. Alors, comment connaît-on l'état du foie pour savoir s'il y a beaucoup de fibrose ou s'il y a beaucoup de cicatrices sur le foie, autrement dit, si le foie est vraiment hypothéqué ou non? Alors, il y a quelques années, on allait prélever un petit morceau de foie avec une aiguille intercostale, c'est-à-dire entre les côtes ou dans la jugulaire, on allait enlever un petit morceau de foie pour aller l'examiner au microscope. Ça ne se fait pratiquement plus puisque nous avons eu un fibroscan qui, lui, est un appareil qui est non invasif et qui permet d'aller mesurer l'élasticité du foie. Mais depuis une année, on estime que le fibroscan n'est pas toujours forcément utile ni nécessaire. On va plutôt utiliser des scores biochimiques, des scores d'APRI et de FIB4, qui sont des scores qui sont réalisés, on peut les appeler fibrotests aussi, qui sont réalisés grâce à des échantillons sanguins. Alors par exemple, quand on a un taux d'APRI inférieur à 1 et un taux de FIB4 inférieur à 1,45, on n'a pas besoin du fibroscan. Donc, on peut se passer maintenant du fibroscan. On va utiliser par contre le fibroscan si un des deux scores sont discordants, c'est-à-dire si le score d'APRI et le score de FIB4 donnent des résultats contradictoires, et aussi pour une autre pathologie qui est le foie gras, qu'on appelle aussi le NASH, et pour lequel le fibroscan est indispensable. Donc voilà. Le fibroscan, lui, il va aller mesurer donc l'élasticité du foie et il va nous donner des taux de fibrose. Alors, F0, pas de fibrose, F1, fibrose minime, F2, modérée, puis sévère et en fait une cirrhose compensée ou décompensée. Les chiffres qui sont sur la droite sont des chiffres de données qui sont faits en kilopascal. Donc à 12,5, on estime déjà qu'il y a une cirrhose et au-delà de ça, on arrive en cirrhose décompensée. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la cirrhose compensée, décompensée? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on parle de cirrhose compensée quand il n'y a pas encore de complications vraiment sur le foie. Il n'y a souvent pas de symptômes non plus, si ce n'est que de la fatigue ou de la perte de poids, mais on peut rester à ce stade-là pendant de nombreuses années, sans s'en rendre compte d'ailleurs. On dit qu'une cirrhose est décompensée, c'est une évolution de la cirrhose compensée quand le foie fonctionne plus suffisamment pour assurer le minimum. Et là, on va voir arriver des complications autres que le cancer du foie qui se manifestent alors. Alors, la jaunisse, vous voyez les images du bas, les angiomes stellaires qui sont comme des étoiles veineuses, c'est très petit, c'est très très fin, qu'on trouve sur la peau et qu'on peut trouver à peu près n'importe où sur le corps. On trouve aussi des varices œsophagiennes qui font que les gens vomissent du sang et beaucoup de troubles neurologiques. Avec le traitement d'hépatite C, on sait maintenant que la décompensation peut être réversible vers une cirrhose compensée. Ce qu'on n'aurait jamais imaginé il y a 10 ans. Il y a 10 ans, quand on avait un patient en cirrhose décompensée, on n'a jamais pu penser qu'il pourrait
redescendre en cirrhose compensée. Donc, un grand avantage du traitement, c'est aussi la réversion de la cirrhose. La cirrhose. Alors, les 3 grands risques de la cirrhose hépatique, c'est l'insuffisance hépatique, l'hypertension portale et le cancer du foie, évidemment. L'insuffisance hépatique, elle apparaît quand les 3/4 du foie sont détruits. L'hypertension portale, c'est l'écrasement des vaisseaux dans le foie. On a vu tout à l'heure sur l'image le foie qui était comme l'image du haut, qui va devenir dur, qui va devenir beaucoup plus petit, qui va devenir pierreux, comme avec plein de petites alvéoles, et ça écrase notre usine qui était à l'intérieur du foie. Vous vous souvenez, dans l'image que je vous ai montrée, on avait des petits containers, un camion poubelle, mais tout ça va être écrasé. Donc il n'y aura plus du tout de fonctionnement, et ça va donner de la pression. Et le flux sanguin, pour pouvoir passer, va faire des dérivations à l'extérieur du foie. Et là, on parle de varices œsophagiennes. Ensuite, le cancer du foie, c'est la principale cause de cancer du foie, c'est la cirrhose. Et l'évolution, c'est la CIT. On voit le petit bonhomme en haut à gauche, qui est une présence anormale et assez importante de liquide dans l'abdomen qu'il faut aller vider à l'hôpital des fois 2-3 fois par année pour les gens qui sont en cirrhose. Le cancer du foie, c'est un des cancers qui progresse le plus rapidement au Canada. Le taux d'incidence a triplé chez les hommes et doublé chez les femmes depuis 1970 et le taux de survie est de 20% en environ 5 ans. Donc c'est vraiment un cancer très meurtrier. Et les principaux facteurs de risque de cancer du foie sont les hépatites B et C, chroniques. Et je vous rappelle que de nombreuses personnes ignorent qu'elles sont porteuses d'hépatite C, même d'hépatite B. On utilise donc les scores d'APRI et de FIB4, on utilise le FibroScan, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais on utilise aussi d'autres scores, notamment un score pour avoir un pronostic de cirrhose et un score pour avoir accès à la liste d'inscription pour une greffe éventuelle. Alors, le score de Child, ça c'est pour le pronostic de cirrhose. On va utiliser des résultats de prélèvements biochimiques, donc de prélèvements de sang, et à quels on va attribuer des points selon les résultats obtenus. Alors, ça va nous donner des scores avec des lettres. Alors, le score A, c'est-à-dire 5 à 6 points, on sait qu'on a un patient en cirrhose compensée. Un score B ou C, c'est-à-dire plus de 7 points, on sait qu'on a un patient en cirrhose décompensée. Et puis le score de MELD, c'est là, comme je vous l'ai dit, c'est pour savoir si on peut inscrire notre patient sur une liste pour bénéficier d'une greffe de foie. Il faut avoir un score de plus de 16 points. Encore là, on va faire des ratios avec différents résultats qui vont nous donner, par exemple, donc à partir de 16, on sait qu'il n'y a plus de bénéfice à traiter le patient, car attendez, excusez-moi, on a un problème avec ça, c'est que quand on a un patient qui a un score de 16, on peut l'inscrire sur une liste. Mais on n'a plus vraiment de bénéfice à traiter le patient. Pourquoi? Parce que si on traite notre patient et qu'il guérit de l'hépatite C, on va le délister, malheureusement, de la liste d'attente de greffe. Donc, il y a toujours une ambivalence avec ça. Il faut vraiment que les spécialistes réfléchissent souvent à 2 ou 3 pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les patients qui ont des scores de 16 et plus, parce que notre patient a quand même un cancer du foie. Souvent, il a quand même un bénéfice à avoir une greffe. Donc, il faut vraiment réfléchir sérieusement à savoir si on le laisse sur la liste ou bien si on le traite et qu'on le déliste. L'épidémiologie. Dans le monde, 71 millions de personnes vivent avec le virus de l'hépatite C. On pense qu'il y aurait, selon les sources, entre 170 et 240 millions de personnes porteuses d'hépatite C. Il n'y a pas de continent épargné. Par contre, c'est vrai qu'il y a des continents qui sont beaucoup plus endémiques que d'autres. Celui qui a le record est la Chine avec, je crois, 9 millions
de personnes qui sont atteintes, le Pakistan, l'Afrique, etc. Donc la Russie, la Chine. Ça, ce sont des pays qui ont vraiment une prévalence énorme. Au Canada, on a environ 246 000 personnes qui ont été dépistées, avec 7 000 nouveaux cas chaque année, donc ce qui est énorme aussi. Et au Québec, on a près de 40 000 cas déclarés. Il semblerait qu'on aurait environ 70 000 personnes atteintes. La prévalence est de 0,8 ou presque. Et on a eu 1073 nouveaux cas en 2015. Or, je vous l'ai dit à la slide précédente, on a 7000 nouveaux cas par année au Canada. Et vous voyez, rien que pour le Québec en 2015, 1073 cas. Donc, on peut vraiment parler d'épidémie en matière d'hépatite C. Alors, une épidémie mondiale en progression, vous voyez les chiffres que je vous disais tout à l'heure, Russie, Chine, Égypte aussi, qui est un pays très, très endémique. Et 1,75 million de nouvelles infections dans le monde en 2015, c'est énorme. La plupart des Canadiens infectés ont entre 40 et 65 ans. Mais le portrait est un petit peu en train de changer. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les personnes dépistées? Majoritairement des UDI, des utilisateurs de drogues injectables, ou des ex-UDI, quelques hémophiles, mais très peu, beaucoup de personnes transfusées, mais les UDI, utilisateurs de drogue par injection ou inhalation, représentent quand même 70 à 90% des nouvelles infections. Alors, le portrait au Québec, bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'âge est en train de changer. On voit une augmentation de cas qui est notée dans les prévisions, surtout chez les personnes de 25 à 34 ans et les 45-54. Donc ça devrait nous donner, dans les années à venir, un nouveau portrait de l'âge moyen des personnes concernées. Montréal regroupe un tiers des cas de la province. 24% des jeunes de la rue se seraient déjà injectés. Je pense que vous connaissez tous les études sur vie, etc. Et parmi 24% de ces jeunes de la rue, 40% ont déclaré avoir partagé du matériel. Donc partager du matériel d'injection ou de consommation, évidemment, c'est une conduite hautement à risque. 3 UDI sur 10 ont déjà emprunté une seringue pour s'injecter et près de 29% des UDI infectés ignorent leur statut. Vous savez malheureusement que les données épidémiologiques au Québec sont vraiment insuffisantes et si vous travaillez avec des médecins qui œuvrent dans des cliniques privées, je vous inviterais vraiment à leur demander de partager leurs données parce qu'ils en ont des données qui sont malheureusement pas partagées, si bien qu'on manque cruellement de données concertées au Québec. Les populations à risque, on l'a dit tout à l'heure, les UDI représentent 70 à 90% des nouvelles infections. Mais nous avons aussi les baby boomers. En Colombie-Britannique, on appelle ça l'infection jumelle. Alors, ça concerne les gens nés entre 1945-1965, 1945-1975, ça dépend un petit peu des endroits. Mais pour vous donner un exemple, par exemple en Europe et aux États-Unis, depuis 2012, chaque médecin de famille doit dépister au moins une fois son patient baby boomer. Alors, pourquoi baby boomer? Comme ils sont sur la photo, c'est des gens qui ont des fois fait une seule consommation de drogue dans leur vie. C'est des gens qui ont connu les années Peace and Love et qui ont partagé du matériel et qui ont contracté l'hépatite C. Mais comme c'est une maladie silencieuse, ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui sans qu'on les dépiste. Ceci dit, avec l'âge, c'est des gens qui vont développer d'autres problèmes de santé et c'est à l'occasion de cela qu'on va les dépister et qu'on va se rendre compte qu'ils sont porteurs d'hépatite C. Donc, une grosse population de baby boomers et des immigrants.
Alors, les immigrants représentent 31% de cas d'hépatite C au Canada, ce qui est quand même beaucoup. Et ces immigrants-là, bon, ce sont des immigrants qui viennent de pays endémiques. Pourquoi est-ce qu'ils sont tellement touchés par l'hépatite C? Il y a souvent des problèmes culturels, comme par exemple au Pakistan ou en Afrique du Nord, où aller chez le barbier est quelque chose de très courant. Moi, j'ai vécu au Maroc quand j'étais enfant, puis les hommes ne se rasaient pas, ils allaient tous chez le barbier parce que ça coûtait quelques pièces. Sauf que le barbier, quand il coupe son client, il utilise une pierre grise assez plate qui s'appelle une pierre d'Alain. Mais le problème, c'est qu'il utilise la même pierre pour tous les patients, pour tous les clients. Et c'est ce qui a donné énormément d'infections. En Égypte, beaucoup de difficultés jusqu'à ces dernières années pour avoir du matériel à usage unique, même dans les hôpitaux. Ils utilisaient encore des seringues en verre et donc la transmission se faisait comme ça. Il y a eu aussi dans le bassin méditerranéen et notamment en Italie une maladie du foie qui a été très très répandue il y a plusieurs années de ça. C'est le hasard que ça soit une maladie du foie. Mais pour cette maladie-là, on a fait de la vaccination de masse. Alors, comment est-ce qu'on fait de la vaccination de masse? Eh bien, on regroupe les gens dans un gymnase ou dans un stade, et là, grâce à un gun à vacciner, on vaccine tout le monde. Sauf qu'on utilisait la même aiguille pour vacciner toutes les personnes. Donc là encore, ça a transmis l'hépatite C sur des générations complètes. Et puis, je vous passe les accouchements qui sont faits à domicile, des fois avec une hygiène qui n'est pas toujours extraordinaire, etc. Donc, c'est ce qui explique pourquoi les immigrants qui arrivent ici arrivent une fois sur 3 porteurs d'hépatite C. Les conduites à risque, eh bien, avoir reçu du sang par transfusion avant 1990, le virus de l'hépatite C a été isolé en laboratoire en 1989. Avant, on connaissait l'hépatite A, l'hépatite B, et on savait qu'il y en avait une autre qu'on appelait non A, non B. Mais comme il change tout le temps, comme je vous l'ai expliqué au début, on n'arrivait pas à l'isoler en laboratoire. Ça a été fait en 89. Donc, avoir reçu du sang par transfusion avant 90, avoir partagé du matériel de consommation de drogue par injection, inhalation, avoir partagé du matériel d'injection d'hormones, qui sont des fois même achetés sur la rue et où le matériel d'injection est largement partagé, ou les personnes qui utilisent des stéroïdes. Les tatouages artisanaux, le piercing maison, évidemment, pour des raisons évidentes, sont aussi une conduite à risque. Avoir partagé un rasoir, des ciseaux, une brosse à dents, tout ce qui peut contenir du sang est à risque de transmission d'hépatite C. Et puis, avoir été incarcéré. Un détenu sur 4 dans les prisons fédérales sont porteurs d'hépatite C. Par contre, le service correctionnel du Canada a pris des mesures extrêmes, puisque depuis 2 ans, il y a des traitements intensifs pour tous les détenus porteurs d'hépatite C dans les murs, et ils sont vraiment en train d'arriver à l'élimination presque du virus de l'hépatite C. La transmission par voie sexuelle, alors la transmission de la mère à l'enfant est très faible, de 3 à 10%. La transmission sexuelle chez les couples hétéros est rare aussi, on parle de 1 à 5%. Normalement, il n'y a vraiment pas de risque, sauf s'il y a présence de sang lors des relations sexuelles. Alors, quand est-ce qu'il peut y avoir présence de sang? Eh bien, des relations vaginales pendant les menstruations, une présence de lésions dues à l'herpès, des lésions cutanées dues à autre chose, pénétration anale, fisting, sadomasochisme, évidemment, tout ça sont des pratiques où il peut y avoir présence de sang pendant les relations sexuelles. Il y a quelques années, si je vous avais donné ce webinaire-là, je me serais arrêtée là. Or, je suis obligée maintenant d'attirer votre attention sur une transmission sexuelle qui est possible chez certaines populations et qui est vraiment en hausse chez les ARSA-VIH. Alors, les ARSA sont des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes et qui sont porteurs du VIH.
la transmission est passée de 5% en 2005 à 18% en 2015. Donc c'est une augmentation vraiment significative qu'on porte vraiment une attention particulière à ça. Pourquoi les Arsa-VIH? On sait que ce sont des gens qui peuvent fréquenter les saunas, peuvent avoir des partenaires multiples, mais aussi disent utiliser pas mal de drogues de synthèse, souvent des drogues pour avoir du sexe justement, et beaucoup de sexe, comme le crystal meth. Alors le crystal meth va désinhiber, mais faire en sorte aussi que ces personnes ne vont plus ressentir la douleur. Donc s'il y a des relations sexuelles un peu traumatiques, comme pénétration anale avec plusieurs partenaires, on peut avoir des fissures, les jouets, etc. Et malheureusement, donc c'est comme ça qu'il y a transmission sexuelle chez les Arsa-VIH. Alors, on retourne à l'hépatite C, le dépistage, le chemin vers la guérison. Le dépistage, évidemment, c'est la première étape de tout un chemin qui est de plus en plus court vers la guérison. Le premier dépistage qu'on va faire, on va faire un dépistage d'anticorps. Si le résultat est positif, ça ne veut pas forcément dire que notre patient est porteur d'hépatite C. Donc attention à ça, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de professionnels qui oublient cette information qui est essentielle. Je vous ai dit à la première diapositive que 25 à 40% des gens s'en débarrassent. Or, s'ils s'en sont débarrassés, ils vont quand même continuer à conserver leurs anticorps. Donc, un dépistage d'anticorps positifs ne veut pas dire que la personne est porteuse d'hépatite C. Il va falloir qu'on aille vérifier ce test-là par un autre contrôle, un contrôle de présence de virus dans le sang, un contrôle d'ARN. Et c'est simplement ce test-là qui va pouvoir nous dire si la personne est porteuse ou non d'hépatite C. Donc, si la réponse est oui, il doit y avoir un counseling fait par une infirmière ou un médecin, en tout cas un professionnel de la santé, une évaluation médicale et un traitement. Les traitements sont très courts, donc et très efficaces, donc on a pratiquement une guérison assurée à la fin du chemin. On a maintenant des techniques de dépistage rapide, comme l'OraQuick, qui donne un résultat entre 20 à 40 minutes. Mais attention, c'est un résultat d'anticorps. Donc, si le résultat est positif, il va falloir valider avec un test d'ARN pour voir s'il y a bien présence de virus dans le sang, et ce qui va permettre de dire au patient que oui, il est porteur d'hépatite C. Les génotypes. Le virus n'a pas le même visage chez tout le monde, donc il y a plusieurs types de virus et on les a appelés des génotypes. Donc on a 6 génotypes différents. Les plus courants sont les génotypes 1, 2, 3 en Amérique du Nord. Le génotype 4, on le rencontre davantage dans le bassin méditerranéen. Le génotype 5 en Afrique du Sud et le génotype 6 en Asie. On parle quelquefois aussi d'un génotype 7 qui serait simplement localisé dans la région du Congo, en Afrique, mais c'est un petit peu contesté. Mais si jamais, je vous le dis, parce que si jamais vous voyez un jour génotype 7, vous allez dire que j'avais oublié un génotype. Donc voilà, le génotypage était très important avec les anciens traitements. On va l'utiliser de moins en moins parce qu'on va avoir maintenant des traitements qui sont pangénotypiques. Avant, on avait des traitements qui allaient seulement pour un génotype, qui marchaient sur un génotype, qui ne marchaient pas sur l'autre. Maintenant, on a des traitements pangénotypiques, donc on va faire de moins en moins de génotypage. L'évolution du traitement. Alors, j'aime beaucoup cette slide-là parce que l'évolution du traitement en hépatite C est le domaine qui a été le plus rapide sur les 20 dernières années. Alors dans les années 90, on traitait les gens avec 6% de succès, avec des injections d'interférons, 3 injections d'interférons par semaine.
L'interféron, si vous en avez pas entendu parler, c'était vraiment terrible parce qu'il y avait des effets secondaires absolument épouvantables pour les patients. Donc on avait ce traitement-là et on avait un piètre résultat puisque on les traitait pendant 6 mois et on en guérissait 6%. Ensuite, on a étendu le traitement à 12 mois, ça a été un peu mieux, on en a guéri 16%. Puis après, on a rajouté un autre antiviral, de la ribavirine. Alors la ribavirine, ça n'a pas d'effet sur l'hépatite C, mais ça booste l'interféron. Donc là, on a fait un bond en avant et on réussissait à guérir, grosso modo, à peu près 34% des patients. Les pourcentages que je vous donne là, jusqu'à 2013, concernaient les gens qui étaient mono-infectés, c'est-à-dire qui étaient seulement infectés avec l'hépatite C. Ceux qui étaient co-infectés avec le VIH avaient des résultats de guérison divisés environ par 2. Ensuite, dans les années 2000, on a mis les capsules d'interféron sous plastique. En fait, c'est du polyéthylène glycol et ça permet de rester plus longtemps dans l'organisme et d'être plus efficace. Donc, on a continué à guérir presque 50% des patients en donnant simplement une injection par semaine avec des traitements de 24 à 48 semaines selon les génotypes. En 2011, on a rajouté un inhibiteur de protéase, c'est-à-dire qu'on a été prendre un exemple sur le VIH pour essayer d'attaquer le virus dans toutes ses phases de multiplication. Donc, on avait interféron, ribavirine, plus inhibiteur de protéase. C'est le même nom pour le VIH, mais ce n'est pas les mêmes inhibiteurs de protéase. En 2013, on a commencé à avoir des traitements qui fonctionnaient sans interféron. À partir de 2015, on a eu les antiviraux de première et deuxième génération qui là, vous voyez, on arrive à guérir environ 97 à 98% des patients, et ça en 12 semaines et des fois moins. Mais le plus beau encore de l'histoire, c'est que c'est aussi sans effet secondaire. Donc quand on a connu les traitements à l'interféron, on est tellement heureux de pouvoir proposer ça aux patients. Alors je vous fais un petit rappel sur les cibles, sur le fonctionnement du virus. En fait, un virus qui a un seul but dans la vie, c'est de rentrer dans une cellule et de se multiplier à l'infini. Une fois qu'il s'est multiplié, qu'il s'est reproduit, la cellule va comme éclater puis aller infecter d'autres cellules. Tous les virus fonctionnent de la même façon. Le virus du VIH va s'attaquer au système immunitaire, le virus de l'hépatite C va s'attaquer aux cellules hépatiques, les cellules du foie. Alors, les cibles des traitements. Les traitements vont aller jouer sur la réplication du virus en inhibant certaines protéines qui sont fabriquées justement par le virus. Alors le virus C a un taux très très élevé de réplication puisqu'il peut aller à 10.12, un petit indicateur 12 virions produits par jour, donc c'est vraiment énorme. Qu'est-ce que vont aller cibler nos médicaments? Ils vont aller cibler les NS3A4, les NS5A et les NS5B. Donc c'est ces 3 protéines-là qui vont être visées par les médicaments et qui vont aller inhiber ces protéines-là et qui vont nous permettre d'arriver à des très hauts taux de guérison. Alors, depuis le 1er mars 2018, donc c'est très récent, au Québec, tous les patients porteurs d'hépatite C ont accès au traitement sans égard au score de fibrose. C'est-à-dire que peu importe que leur foie soit très avancé en lésion ou pas avancé du tout, tout le monde a accès au traitement. Des traitements de 8 à 12 semaines, pratiquement sans effet secondaire. On va parler de quelques nausées et d'un peu de mal de tête, et plus de 96% de réussite. Donc c'est vraiment énorme. Je vous parle de Harvoni, Epclusa, Sepatier et Vosevi. Alors le Vosevi, lui, je lui ai mis un petit astérix parce que il est un peu différent des 3 premiers. Le Vosevi, ça va être le traitement de dernière chance en fait. Si on a des patients qui font partie des 3-4% d'échecs avec Harvoni, Epclusa ou Sepatier, on va les retraiter avec le Vosevi et on va atteindre les 100% de réussite.
On a beaucoup de chance au Québec d'avoir accès, sans égard au score de fibrose, avoir accès au traitement. C'est le cas aussi en Colombie-Britannique et en Ontario. Donc pour l'instant, seulement 3 provinces ont donné un accès total au traitement. Et vous voyez que si on regarde les autres provinces, par exemple dans le schéma de gauche, dans Alberta, Nouvelle-Écosse, Saskatchewan et compagnie, c'est des scores F2 de fibrose et plus. Donc il faut que les patients aient quand même des lésions pour avoir accès au traitement. S'ils sont F1 ou F0, ils n'y ont pas accès. Sauf s'ils ont aussi le VIH ou aussi des problèmes rénaux graves ou aussi co-infectés avec l'hépatite B. Il y a encore des traitements à l'interféron au Canada, Terre-Neuve, Labrador, Nunavut et Territoire du Nord-Ouest. Donc vraiment une grande inégalité et une grande inéquité par rapport à l'accès au traitement. L'île du Prince-Édouard, c'est notre exemple puisque tous les cas ont été traités avec l'Olkirapac il y a 2 ans. Bon, il faut dire aussi que l'île du Prince-Édouard, c'est tout petit et qu'il n'y avait pas beaucoup de patients à traiter, mais quand même, le gouvernement a fait vraiment un effort en santé publique pour atteindre ce résultat. Arvoni. Alors, Arvoni, c'est un des premiers qui a été accepté depuis juillet 2015. On le donne pour des patients de génotype 1 qui ont suivi des échecs à l'interféron à la ribavirine ou des échecs aux inhibiteurs de protéase interféron ribavirine. C'est 1 pilule par jour. On le donne avec ou sans ribavirine selon l'état du patient, selon s'il a une cirrhose avancée ou non. Le taux de réussite est de 94 à 100%. On le donne aussi en cirrhose décompensée, en attente de greffe ou post-greffe. Ça, c'est vraiment très très nouveau. Avant, quand on avait un patient en cirrhose décompensée, on ne pouvait pas le traiter à l'interféron parce qu'on l'aurait perdu, on l'aurait tué, notre patient. Donc, quand le patient arrivait en cirrhose décompensée, malheureusement, il n'y avait plus rien à faire. Et là, vous voyez, on peut les traiter en cirrhose compensée, en cirrhose décompensée, quand ils attendent une greffe, sauf que là, on les déliste, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ou en post-greffe. Les effets secondaires, maux de tête, un peu de nausée, de la fatigue, mais vraiment rien et sur un temps très court. Le Zépatier, pour les patients qui sont non répondeurs aux anciens traitements, pour des patients de génotype 1A et 4, il fonctionne avec ou sans ribavirine, encore une fois, selon l'état du patient. 95% de réussite et on le prescrit davantage pour des patients co-infectés avec le VIH ou des patients avec des problèmes rénaux. L'Epclusa, voilà notre premier traitement pangénotypique, c'est-à-dire que peu importe le génotype du patient, de 1 à 6 ou à 7 si vous voulez, on peut traiter les patients avec l'Epclusa. 96 à 98% de réussite, 12 semaines, encore une fois, avec ou sans ribavirine, selon l'état présenté par le patient. Et puis le Vosevi, qui lui aussi est pangénotypique et qui est le retraitement de dernière chance pour réchapper les patients qui ont encore fait des échecs au DAA précédent. Il y a très peu d'interactions médicamenteuses avec le Vosevi, pas de mutation nouvelle. La seule chose qu'on revoit, c'est la diarrhée, qu'on connaissait bien comme effet secondaire de l'interféron. Avec le Vosevi, malheureusement, on revoit ce retour-là. Mais bon, 12 semaines, et c'est pas quand même 12 semaines de diarrhée. Donc, ça va quand même. Le Mavirette. Mavirette, lui, il va surtout, encore un traitement pangénotypique, il va surtout aller pour les patients qui ont de graves problèmes rénaux et qu'on ne peut pas traiter avec autre chose. Donc, on attend avec impatience qu'il soit remboursé au Québec parce que pour l'instant, il n'est pas encore listé sur les listes, donc il n'est pas encore accessible au Québec. Ça aussi, c'est une avancée parce qu'on traite les patients avec ou sans cirrhose et il est très efficace puisqu'on a 97% de RVS, ça veut dire réponse virale soutenue. Et surtout, c'est le premier pangénotypique qui fonctionne pour 8 semaines de traitement. Donc encore moins. Je ne pense pas qu'on ira en dessous de 8 semaines parce que toutes les recherches et toutes les études qui ont été effectuées sur des traitements plus courts, par exemple de 6 semaines, ont montré que les patients après
recommençait, le virus revenait. Donc le 8 semaines, je pense que ça sera le seuil, et je ne crois pas qu'on descendra jamais en deçà du seuil de 8 semaines de traitement. Alors, les effets bénéfiques des AAD, ils fonctionnent parfaitement, surtout sur les patients qui sont sur traitement de substitution aux opiacés. C'est des gens qui sont déjà habitués à aller chercher la méthadone tous les jours, donc ils sont très compliants au traitement. Les taux de réussite annoncés par les compagnies pharmaceutiques sont vraiment semblables à ceux de la vraie vie, ce qui est quand même assez rare, parce que d'habitude, ils nous annoncent toujours des taux de réussite mirobolants, et dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Or là, c'est vraiment la même chose. Et puis, les grandes avancées au niveau de la cirrhose, puisque on a une réversion de la cirrhose, même pour une cirrhose légère. Si on traite un patient en début de cirrhose, on va avoir une réversion complète de la cirrhose, une réversion de la cirrhose décompensée en cirrhose compensée, ainsi qu'une réduction de l'hypertension portale. Vous savez, la pression dans les vaisseaux qui était écrasée par le foie qui durcissait. Donc, tout ça, c'est des grandes avancées qui, évidemment, causent aussi une réduction du risque du cancer du foie. Donc, beaucoup d'avantages aux AAD. Les mutations, les résistances, je me demande si je vais laisser cette slide-là parce que finalement, il n'y en a pas de mutation ou des résistances. Les premières générations de AAD avaient quelques résistances, mais qui disparaissaient très très vite dans le temps. Il en restait juste une qui durait environ 2 ans pour les mutations qui affectaient les inhibiteurs de la NS5A. Mais avec les DA de deuxième génération, on voit pratiquement plus de mutation ni de résistance. Donc c'est pas du tout comme pour le VIH où le problème est complètement différent. Là, les mutations et les résistances, on va en voir de moins en moins avec les nouvelles générations de médicaments. Les petits rappels, le coût pour la santé. Ce sont des traitements courts, mais qui sont quand même onéreux, même si les prix ont considérablement baissé avec l'intervention d'un organisme l'année dernière. Il faut s'assurer évidemment de la motivation et de l'assiduité au traitement. Attention à la banalisation d'un traitement plus facile, plus court et sans effet secondaire qui pourrait faire qu'on verrait davantage de réinfections. Pour l'instant, on ne peut pas parler de ça. Il y a des études, toutes les études qu'on voit montrent très peu de réinfections, mais ce n'est pas des patients qui ont été seulement traités avec les nouveaux médicaments. Toutes ces études-là partent de patients qui ont été traités avec l'interféron, donc avec les effets secondaires dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il faut vraiment qu'on attende encore quelques années pour avoir des études et des cohortes assez longues sur le temps pour prendre un patient qui a été traité avec les DAA et voir s'il va se réinfecter. Parce que oui, il peut y avoir une banalisation vu que c'est des traitements faciles et courts et sans effet secondaire. Donc après un traitement réussi, la qualité de vie est à la hausse. Un patient guéri est prêt à retourner sur le marché du travail. Souvent, la fatigue est tellement handicapante pour un patient non traité que c'est souvent des patients qui ne peuvent plus travailler. Et puis, dans les petits rappels, il ne faut pas oublier la méfiance et la vigilance envers les produits naturels, qui n'ont de naturel que le nom. Au Québec, on a une grande habitude de consommer les produits naturels. Or, c'est dangereux d'utiliser des produits naturels parce que la législation n'est pas encore passée au travers tous les produits naturels et n'oblige pas les fabricants à mettre tous les composants sur leur emballage. Donc, dans les composants, quand il y en a 7 ou 8 d'annoncés sur un emballage de produits naturels et qu'on le passe au crible au laboratoire, on peut s'apercevoir qu'en fait, il y en a 25 ou 30 et que là-dedans, il peut y avoir des produits qui sont très très mauvais pour le foie, voire même causer des hépatites fulgurantes avec des décès en 48 heures. Faut partir du principe qu'un produit naturel, c'est pas forcément bon pour la santé. Et je prends toujours l'exemple d'un merveilleux champignon qui est par ailleurs très joli, qui pousse dans les bois, qui a un très beau chapeau rouge avec des petits points blancs et qui s'appelle Amanite phalloide. Et quand on mange l'Amanite phalloide, qui est très très naturel, puisqu'il pousse au pied des arbres, eh bien en 2 jours, on peut décéder. Donc voilà.
Pour aussi vous en rajouter un petit peu, par exemple, on parle aussi de le chardon-marie. Si le chardon-marie avait un effet vraiment sur l'hépatite C, ça se saurait depuis longtemps. Or, il y a une grosse interaction entre le chardon-marie et le sofosbuvir qui est contenu dans certains des DAA. Aussi, par exemple, un patient qui a eu une greffe. Après une greffe, notre patient, il va être déprimé, ce qui est normal parce que c'est quelque chose de très gros, une greffe. Alors, oh, ben t'es déprimé, prends donc du millepertuis. Parfait le millepertuis, sauf qu'il occasionne des rejets d'organes. Donc notre patient greffé n'aura aucun avantage pour sa dépression à prendre du millepertuis. Pour un patient qui a des problèmes de coagulation sanguine et qui prend un traitement pour ça, s'il fait des cauchemars et qu'il s'en va dans une boutique de produits naturels, on va lui conseiller de prendre de l'ail à haute dose vendu en petits pots. Mais l'ail à haute dose fait baisser la concentration de médicaments pour la coagulation du sang. Donc encore un produit naturel qui n'est pas bon pour la santé. Et attention aux interactions médicamenteuses, surtout à l'automédication. Il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses avec les nouveaux traitements, donc ça prend vraiment l'expertise du médecin et du pharmacien qui doit bien regarder ce que vous avez comme autre médicament. Et surtout l'automédication qu'on oublie toujours. Quand on va chez le pharmacien avec sa liste de médicaments, on oublie souvent de lui dire que notre voisine de bureau qui avait de grosses migraines comme nous avait donné la semaine dernière un merveilleux médicament pour soigner notre migraine. Mais ce qui va pour un patient ne va pas forcément sur l'autre. Donc l'automédication, c'est quelque chose de dangereux. Et on peut avoir des interactions assez graves avec un traitement pour un traitement d'hépatite C. Donc l'automédication, prenez ça en note et souvenez-vous-en. Alors, en route vers l'élimination, la prévention et les devoirs à faire. Le Canada a signé une entente, une stratégie mondiale proposée par l'Organisation mondiale de la santé pour aller vers l'élimination de l'hépatite C d'ici 2030. Sauf que, évidemment, ça ne va pas se faire en criant ciseaux, donc nous avons beaucoup de devoirs à faire pour arriver à éliminer l'hépatite C d'ici 2030. Alors pour ça, il faudrait qu'on fasse davantage de dépistage, surtout des baby boomers, et que quand on dépiste les gens, il y ait toujours un contrôle ARN des tests d'anticorps positifs et un counseling, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça devrait être obligatoire. On ne devrait plus, en 2018, avoir des patients qui apprennent qu'ils ont l'hépatite C et qu'on laisse partir comme ça tout seul, sans leur avoir expliqué, et d'un, ce qu'est la maladie, de deux, les traitements possibles. Et le dépistage des baby boomers, on n'a pas ça au Canada, puisque au Canada, on n'a pas jugé les études nécessaires pour faire un dépistage symptomatique, et le Québec a donné exactement la même réponse. Donc il n'y a pas de dépistage systématique, mais on a encore beaucoup de baby boomers à dépister. Il faudrait accentuer aussi plus de médecins traitants en région. Montréal, Québec, Sherbrooke, on trouve beaucoup de médecins pour traiter l'hépatite C. Quand on s'en va à Rimouski ou sur la Côte-Nord, beaucoup plus difficile, ou en Gaspésie, très difficile de trouver un médecin qui traite les patients atteints d'hépatite C. Il faudrait des programmes d'échange de seringues en prison, des programmes de tatouage aussi sécuritaires en prison. Peut-être une décriminalisation des drogues, on commence à en parler. Il y a l'exemple du Portugal qui a fait ça depuis 2001 et où c'est un véritable succès et qui ne connaissent pas de crise des opioïdes comme nous connaissons. Donc c'est peut-être une avenue politique aussi intéressante à regarder. Il faudrait un meilleur accès aux soins, de meilleurs programmes de soutien, de meilleures cohortes de surveillance, je l'ai dit tout à l'heure, et surtout une stratégie nationale au Canada pour coordonner tous les efforts entre les provinces et les territoires. Des messages clés pour un patient nouvellement diagnostiqué. Bien, c'est une maladie silencieuse. On se souvient que le gros symptôme, c'est la fatigue. Le reste, il n'y a pas de symptômes, donc elle passe souvent inaperçue. Donc c'est normal et c'est pas grave si on s'aperçoit 20 ans après que la personne est porteuse d'hépatite C. Ça arrive très fréquemment.
seulement 20% des patients dépistés vont développer une cirrhose et 4% de ceux-là vont dériver vers le cancer du foie. La mortalité est entre 2 et 7% par an, peut-être un petit peu plus que ça. Et puis le résultat des tests biochimiques ou du fibroscan, dont l'APRI et le FIB4, vont statuer s'il y a présence de cirrhose. Et n'oublions pas que si le foie est guéri, si le patient est guéri, le foie peut se régénérer puisque c'est le seul organe qui peut se régénérer tout seul. Des traitements courts, 8 à 12 semaines, guérissent l'hépatite C à plus de 96%, pratiquement sans effet secondaire. Et que depuis mars 2018, au Québec, nous avons un accès universel sans égard au stade de fibrose pour le traitement de l'hépatite C. La prise en charge des personnes vivant avec le VHC, alors les 3 populations les plus à risque, on l'a vu tout à l'heure, les UDI, qui ont souvent besoin d'accompagnement personnalisé. Nous avons un programme Lotus où nous faisons de l'accompagnement pour les patients désaffiliés, vraiment très désaffiliés, qui ont du mal à suivre tout seul un traitement. Pour eux, prendre une pilule par jour, la marche est encore trop haute, donc ils ont encore besoin, et davantage que les autres, d'aide pour arriver à une guérison comme tout le monde. Les baby boomers, il faut vraiment imaginer des projets ou des campagnes qui touchent mieux cette population-là puis qui l'encouragent au dépistage. Les groupes de support réussissent très très bien avec cette clientèle. Moi, j'ai eu beaucoup de baby boomers au fur et à mesure des années dans les groupes de support. Et puis les immigrants, il faut aussi imaginer des projets pour aller dans les différentes communautés, accompagner de quelqu'un qui parle la langue des communautés, s'assurer qu'il traduit bien ce que vous voulez qu'il traduise, puis leur proposer des ressources adéquates qui vont être adéquates au niveau des références, mais aussi au niveau culturel pour respecter les cultures de tout le monde. Et puis évidemment les références sont indispensables. Quand on prend en charge des patients, il faut qu'on travaille avec des médecins qui sont prêts à accueillir nos patients rapidement, parce qu'il n'est pas question de donner un diagnostic à un patient puis de le laisser sans référence et sans rien. Donc les références, c'est vraiment indispensable et obligatoire, je veux dire. Donc voilà, j'espère que vous avez augmenté vos connaissances en hépatite C aujourd'hui. Et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans la section clavardage. Je vois qu'il n'y en a pas pour le moment, mais on va vous laisser un petit 2-3 minutes pour y réfléchir. Puis j'imagine que Laurence au CAPAC vous restez disponible si les gens ont des questions un petit peu plus tard par la suite, là, qui peuvent vous rejoindre. Tu me vois maintenant, ok. Oui, mademoiselle Patricia, je serai disponible. Donc on va attendre une petite minute ou deux, puis sinon on a hâte de vous voir au symposium qui est la semaine prochaine, puis ça va nous faire plaisir de discuter aussi avec vous à ce moment-là. Puis n'hésitez pas à venir nous rencontrer, oui. Ça nous fera plaisir. On est bien sympathiques. Donc. Tout à fait. Je vois des merci beaucoup, fait que je comprends que ça sonne pour être une fin, donc merci à tout le monde d'avoir été là, puis on va se voir la semaine prochaine. Bye bye! Bye bye!